Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ses tripes. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonsoir, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Jim Carrey, pas très connu, du réalisateur que j'adore, Michel Gondry, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Allez, c'est parti. Alors, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou Du soleil plein la tête, est un film américain du réalisateur français Michel Gondry, sorti en 2004. Le titre Eternal Sunshine of a Spotless Mind, littéralement l'éclat éternel de l'esprit immaculé, est une citation extraite d'Eloïsa de Abélard d'Alexander Pope et figurant dans les dialogues du film. Les acteurs principaux sont Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood et Tom Wilkinson. Il est sorti en 2004 et dure 108 minutes. À la réalisation, donc, on a Michel Gondry, que j'adore, donc on parlera aussi beaucoup de lui. Je ferai d'autres chroniques sur ses films, qui est au scénario avec Charlie Kaufman et Pierre Bismuth. Voilà, la société de production, c'est Focus Features et Anonymous Content, This Is That Production. Un matin, Joël Barish, timide et routinier, décide sans raison particulière de ne pas aller au travail et de prendre le train pour Montauk. Là-bas, il rencontre Clémentine Krusinski, extravertie, excessive et délurée. Ils sont irrémédiablement attirés l'un vers l'autre et après une soirée sous les étoiles, sur un lac gelé, ils tombent amoureux. Tout à coup, on voit Joël en pleurs dans sa voiture. Le générique du film défile sur le chagrin et la colère de Joël. On retrouve Joël chez ses amis Rob et Carrie, à qui il fait part de son désarroi et surtout de son incompréhension. Alors que plus tôt dans la journée, il s'est rendu au travail de Clémentine pour lui offrir un bijou de Saint-Valentin. Il est resté choqué de voir qu'elle s'adressait à lui comme si elle ne le connaissait pas et qu'en plus elle avait un nouveau petit ami. C'est alors que Rob montre à Joël une étrange carte de la société Lacuna qu'ils ont reçue stipulant que Clémentine avait fait appel à cette clinique pour éradiquer tout souvenir de lui de sa mémoire. Effondré, Joël veut comprendre. Il rencontre le docteur Howard Mirzak, gérant de Lacuna, et décide de se faire de même avec ses souvenirs de Clémentine. Il est donc plongé dans une sorte de coma, durant lequel les souvenirs sont effacés au fur et à mesure que Joël se les remémore, du plus récent au plus ancien. Mais le conscient et l'inconscient se mélangent, tout comme le passé et le présent. Joël entend ce qui se passe autour de lui dans la réalité, revit ses souvenirs, ressent ses pensées et étrangement, sa conscience influe sur sa mémoire. Il se souvient que 3 employés de Lacuna, Marie la secrétaire, Stan et Patrick les effaceurs, se sont introduits à son domicile pour le brancher au processus de destruction de souvenirs. Tandis que Marie et Stan s'amusent à flirter ensemble, Patrick, tombé amoureux de Clémentine lors de son effacement, en a profité pour usurper l'identité de Joël dans le cœur de celle-ci et part la rejoindre. Joël entend impuissant les 3 employés autour de lui et comprend comment Patrick a pris sa place, volé tous les objets, documents, photos. Joël revient en s'en servir sa relation, en commençant par la première dispute qui a amené Clémentine à choisir de se faire effacer sa mémoire. De son côté, Clémentine ressent un malaise dans sa relation avec Patrick. Elle a des angoisses et comportements qu'elle ne s'explique pas.
comme son soudain besoin d'aller à Boston voir le lac gelé. Quant à Joël, si au début il remontait les souvenirs les plus récents, donc les moins agréables, plus l'expérience avance, plus il revit de beaux et doux souvenirs. Il comprend alors qu'il est toujours amoureux de Clémentine et veut annuler l'opération, mais personne ne l'entend. Grâce à sa volonté, il parvient à emmener le souvenir de Clémentine dans sa mémoire d'enfance, là où normalement elle n'existe pas. Stan et Marie s'aperçoivent que Joël n'est plus en phase avec le processus et ils sont contraints d'appeler le docteur Mierzak en urgence. Celui-ci parvient à contrecarrer les tentatives de Joël de se cacher de la carte des souvenirs de son histoire avec Clémentine. Alors Clémentine s'efface de tous ses souvenirs, même les faux, car Joël ne parvient plus à l'emmener avec lui dans sa mémoire, à la garder. Pendant ce temps-là, Marie se pavane devant le docteur Mierzak et l'embrasse, ce qui interrompt le travail momentanément. La femme du docteur débarque à l'improviste et Marie découvre alors qu'elle a déjà une relation avec celui-ci, mais qu'elle n'en a plus le souvenir puisqu'elle lui avait demandé de les effacer. Le docteur Mierzak retourne poursuivre le processus de Joël qui, de son côté, revit les derniers souvenirs qui lui restent. Avant de disparaître de ses souvenirs, Clémentine dit lui « Souviens-toi de moi, fais de ton mieux ». Marie, quant à elle, retourne à la clinique et retrouve son dossier et les cassettes consignées de son propre processus d'amnésie sélective. Pendant ce temps-là, Joël revient puissant le souvenir de sa rencontre avec Clémentine et à la fin de ses souvenirs. La séquence pré-générique ne se situait en fait pas avant mais après l'effacement de la mémoire de Joël. Mais grâce à son imagination, il parvient à inventer une fin à ce souvenir. Des adieux et Clémentine lui glisse à l'oreille « Rendez-vous à Montauk ». L'équipe de Lacuna libère l'appartement de Joël qui se réveille là où le film l'a commencé. Marie a quitté la clinique en ayant volé les archives de Lacuna. Joël vient de vivre ce qui s'était présenté au tout début du film puisqu'on le retrouve sur le trajet de retour avec Clémentine dans la voiture. Celle-ci, montée chez elle, récupérait une brosse à dents, écoute son répondeur, un message de Patrick et trouve dans sa boîte à lettres une lettre de Marie, accompagnée de son dossier et la cassette enregistrée lors de son processus. Joël et Clémentine commencent à l'écouter sur l'autoradio, mais ne supportant pas ce qu'il entend, il a fait descendre de voiture. Blessée, Clémentine le rejoint chez lui un peu plus tard, après s'être débarrassée de Patrick. Alors qu'elle arrive dans son appartement, c'est la cassette de Joël qui diffusait sur la chaîne IFI. Désorientés, blessés, ils se quittent avant de s'avouer que même s'ils sont certains que leur relation est vouée à l'échec, il faut recommencer et retenter leur chance. Voilà pour le synopsis général du film. Le budget du film était de 20 millions de dollars, un budget assez confortable. On n'a pas de star à la réalisation, c'est l'équipe de Gondry. Bon, c'est des Américains, hein, on a Beck à la musique. Donc c'est un format couleur 1,85e DTS Dolby Digital 35 mm, durée 108 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 19 mars 2004 et en France le 6 octobre 2004. On a Jim Carrey qui joue Joël Barish, Kate Winslet qui joue Clémentine Krusinski, Kirsten Dunst qui joue Marie Sevo, Mark Ruffalo qui joue Stan, Elijah Wood qui joue Patrick, Tom Wilkinson, Dr. Ewald Mierzak, etc., etc. L'idée du scénario est tirée des 2 livres de Boris Vian, L'herbe rouge et l'arrache-cœur. L'herbe rouge narre les aventures d'un ingénieur nommé Wolf, créature d'une machine pouvant lui faire revivre son passé et ses angoisses pour les oublier. Et l'arrache-cœur narre le parcours de Jacques Mort, psychiatre qui est en fait une coquille vide et cherche à se remplir en psychanalysant les gens, en assimilant leurs pensées dont 2 des personnages
se prénomment Clémentine et Joël. La maison au bord de l'océan est également une reprise de celle de l'Arrache-Cœur, qui était déjà inspirée de la maison d'enfance de Boris Vian à Landemer. Michel Gondry et son ami Pierre Bismuth ont eu l'idée du film pendant un dîner quelques années auparavant. Pierre Bismuth avait demandé au réalisateur « Que dirais-tu si tu recevais une carte annonçant que tu as été effacé de la mémoire d'une certaine personne et que tu devrais désormais t'abstenir de tout contact avec elle ?» Quelques années plus tard, Michel Gondry décide avec son scénariste de Human Nature, Charles Kaufman, d'écrire un scénario d'après cette idée très originale. L'idée d'une des nouvelles d'Encyclopédia Inutilis d'Hervé Letellier en 2001, où le docteur Willibald Walter, pour perdre des souvenirs de lui-même, teste sur lui-même une pilule de l'oubli, est reprise dans le scénario. Le titre du film est tiré du poème épître d'Héloïse à Abélard, d'Axelander Pope, cité dans le film par le personnage de Marius Vevo. How happy is the blameless vestless lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. Voilà le titre dans son contexte. Il s'agit du vers 207 à 210 du texte, le vers 209 ayant donné son nom au film. Avant Jim Carrey, le rôle de Joel Barish était prévu pour Nicolas Cage. Jim Carrey tient ici un rôle dramatique dans la continuité de The Truman Show, mais assez inédit dans sa carrière. À l'opposé, Kate Winslet a eu l'impression d'avoir inversé les rôles avec Jim Carrey. En fait, c'était moi qui tiens le rôle de Jim Carrey tel que l'on l'entend généralement, alors que Jim joue celui qu'on m'offre le plus souvent. Il fait ici des choses qu'on n'avait jamais vu faire à l'écran, incarnant le plus sobre, le plus rationnel des deux personnages, tandis que je joue la fille totalement chaotique qui grimace et gesticule. Dans ce film, chacun est utilisé à contre-emploi, ce qui est généralement une bonne chose. Le tournage a eu lieu dans l'État de New York, notamment à Park Slope, Chinatown, Manhattan, Montauk, Mount Vernon, Yonkers, ainsi qu'à Bayonne dans le New Jersey. Le réalisateur Michel Gondry a réalisé ce film à sa façon, pratiquement sans post-production. Pendant le rendu plastique du film est celui d'un film entièrement post-produit. Le réalisateur a beaucoup improvisé, notamment lorsque Joël et Clémentine regardent un défilé d'éléphants. Cette scène n'était pas prévue, alors que l'équipe tournait, le réalisateur a appris que des éléphants défilaient dans les rues. Il dit alors à l'équipe de prendre le strict nécessaire et la scène a été tournée au milieu de la foule à l'improviste. La bande originale du film contient les compositions de John Bryan ainsi que les chansons de The Electric Light Orchestra, The Polyphonic Spree and The Willows. Le chanteur Beck réalise une reprise de Everybody Got to Learn Something des Corgis. 3 chansons filmées du film Bollywood sont également utilisées, mais n'apparaissent pas sur l'album. Mera Mera Man Tera Pisa de Mohamed Rafi, tiré du film Gambler, 1971. Tera Sang Piamar Mind de Latar Mategar Char et Wanata Todd de Latar Mategar Char, tiré du film Dil Chukodia. La musique du film est magnifique, je vous conseille vraiment de l'écouter. Elle est fabuleuse. Dans l'ensemble, l'Eternal Sunshine of a Spotless Mind a rencontré un accueil critique unanime. Dans le pays anglophone, le film recueille 93% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, sur la base de 218 commentaires, et une note moyenne de 8,4 sur 10, un score de 89 sur 100 sur le site Metacritic sur la base de 41 commentaires collectés. En France, le long-métrage rencontre un accueil favorable de la critique, recueillant une note moyenne de 4 sur 5 sur Allociné, basée sur 20 titres de presse collectés.
Au box-office mondial, il rapportera 74 millions de dollars. Distribué dans une combinaison de départ de 1353 salles pour sa sortie aux États-Unis, Eternal Sunshine of a Spotless Mind démarre à la 7e place du box-office américain. Pour son premier week-end d'exploitation, avec 8 millions de dollars de recettes engrangées, soit une moyenne de 6 000 dollars par salle. En première semaine, le film se positionne à la 6e place du box-office, avec un total de 11 294 000 dollars, soit un total de 8 348 dollars par écran. En deuxième week-end en salle, le long-métrage perd 35,7% des bénéfices, malgré une augmentation de 4 salles à le diffuser. Le film a donné des idées à Matt Groening, puisque l'un des épisodes de la série Les Simpsons s'inspire globalement de l'œuvre de Gondry. L'épisode 9 de la 19e saison s'intitule pour faire référence au film Eternal Moonshine of a Simpson Mind. Dans sa version originale, Les Simpsons plein de tête au Québec, toutefois le titre français est Soupçon. Le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original pour Charlie Kaufman et Michel Gondry en 2005. En 2005, au BAFTA Award, meilleur montage pour Vladimir Oskadotir et meilleur scénario original pour Kaufman et Gondry. Nomination de la meilleure actrice aux Oscars pour Kate Winslet. Nomination meilleur BAFTA, meilleur acteur pour Jim Carrey et Kate Winslet. Nomination pour le César du meilleur film étranger. Et nomination pour le Grand Prix de l'Union de la critique de cinéma. Voilà ce que je vais vous dire sur ce film. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de vous y jeter. C'est vraiment un très beau film. Et voilà. Donc, si vous avez aimé ma chronique, laissez-moi des commentaires comme d'habitude, un petit pouce bleu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.